Le grand soir, c'est parti avec Justine Corbillon, fidèle au rendez-vous pour nous donner, bonsoir Justine, les toutes dernières infos politiques qui seront largement commentées, analysées, disséquées par Renaud Pila, lui Bonsoir. aussi est présent. Bonsoir Renaud. Et à vos côtés, ce soir, il y a Caroline Michel de l'Obs qui nous a rejoint. Bonsoir Caroline. Et Raphaël Steinville de Valeurs Actuelles. Ça fait plaisir de vous revoir tous les deux. Ça fait longtemps que vous n'étiez pas venus dans le grand soir. Soyez les bienvenus. Impôts, ceux qui vont se faire tondre. Voilà la une de Valeurs Actuelles avec, et on a vu l'Obs tout à l'heure évidemment, avec notamment la CSG. Puis pour l'Obs, c'était François Bayrou. Il va en être question évidemment ce soir de François Bayrou, même si on va commencer, Justine, par les premiers pas européens d'Emmanuel Macron. C'est ça qui est en haut de l'affiche ce soir. Tout premier conseil européen à Bruxelles pour le président français qui a reçu un bon accueil et qui a tenté de faire valoir sa vision de l'Europe. Avec ce levier, cet argument pour Emmanuel Macron qui peut faire mouche auprès de ses partenaires européens, c'est de dire voilà, je suis élu, j'ai écarté pour un temps Marine Le Pen et son populisme du pouvoir, alors maintenant il faut prendre ses responsabilités. Alors voilà ce qu'il a mis son tour. Sur la table Emmanuel Macron tout à l'heure. Il veut lancer une politique commune de défense, instaurer un budget et un ministre des Finances de la zone euro, renforcer les frontières extérieures et durcir cette fameuse directive sur les travailleurs détachés. Ça fait beaucoup. Tout ça dans l'esprit d'une promesse de campagne qui, si vous vous en souvenez, c'était il n'y a pas si longtemps, a été beaucoup répétée dans la bouche d'Emmanuel Macron et l'a répété tout à l'heure. Emmanuel Macron veut une Europe qui protège. L'Europe est un projet d'avenir, et nous y reviendrons dans les prochains mois, qui nécessite des évolutions, des transformations, qui nécessite aussi des réformes profondes dans plusieurs États membres, en particulier la France. C'est celle que le gouvernement est en train de mettre en œuvre. Mais l'Europe impose aussi, dans une mondialisation de plus en plus déréglée, face à des risques profonds qui se sont encore accrus ces dernières années, je pense en particulier au terrorisme, face aux transformations, les grandes migrations, face au changement climatique, l'Europe doit aujourd'hui protéger davantage nos concitoyens. Alors pour l'instant, ce sont davantage des plaidoiries que des actions, mais c'était important aujourd'hui pour Emmanuel Macron de tester sa crédibilité, son aura presque auprès de ses partenaires européens, parce que figurez-vous qu'aujourd'hui à Bruxelles aussi, il y avait parfois des airs de Macron-mania. C'est en tout cas ce que nous raconte Alison Tassin qui a passé la journée auprès du président. Clairement, sur le fond, ce Conseil européen intéresse moyennement les différents membres de l'Union européenne. Mais s'il y a en revanche un nom que l'on entend prononcer d'ailleurs avec tous les accents possibles des 28 pays membres de l'Union européenne, eh bien, c'est bien celui d'Emmanuel Macron. On a pu discuter avec plusieurs journalistes étrangers qui nous ont indiqué qu'effectivement, ils étaient venus observer le style du président français. Il y a bien une attente en Europe. Voilà ce qu'ils nous disent à la suite de son élection. C'est vrai qu'Emmanuel Macron, il avait beaucoup parlé Europe pendant sa campagne, il avait vanté une Union européenne assez forte, assez volontaire. Eh bien, ici, il est à l'épreuve des faits pour la première fois. D'ailleurs, il le sait, Emmanuel Macron, pendant sa conférence de presse tout à l'heure, il a évoqué à plusieurs reprises des avancées dont il se réjouissait. Emmanuel Macron qui a donc pu notamment avancer sur le sujet de la lutte contre le terrorisme. Une législation sera mise en place, une législation européenne, et puis aussi sur la création d'un fonds budgétaire pour la défense. Le président français qui a aussi indiqué que la France devait être exemplaire pour être crédible. Bref, après une séquence internationale autour de l'OTAN et du G7 qu'Emmanuel Macron avait plutôt réussi sur le plan international, eh bien le président français suscite toujours autant d'intérêt ici à Bruxelles et il faut même le dire, un peu d'espoir. Emmanuel Macron, superstar de l'Europe, Caroline Michel. C'est ce qu'il avait promis. Il ne faut pas oublier que c'était le seul candidat europhile à ce point-là. C'est son axe de campagne. Il faut quand même souligner le contexte. On est devenu résilient, mais ce qui se passe en termes de terrorisme depuis quelques semaines, que ce soit en Angleterre, à Bruxelles, en France, est tout simplement fou. Oui. Et il compte l'utiliser, on le voyait bien dans l'interview qu'il a faite au Figaro ce matin, il compte l'utiliser pour mettre la pression sur Angela Merkel et les autres partenaires européens en leur disant ça n'est plus une question de la France, pas la France, c'est une question qui nous concerne tous. Oui. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe qu'on voit très bien et qui, pour le coup, était un sujet commun à tous les candidats, c'est cette fameuse directive des travailleurs détachés qui, là, pour le
coup, je pense, est une très grande attente des Français. Maintenant, est-ce que les dirigeants européens vont être au rendez-vous? Je ne sais pas. Surtout de l'Est de l'Europe. Sur ce point, Raphaël Steinville... C'est bien la première difficulté, parce que autant si Emmanuel Macron a obtenu des avancées, ou en tout cas a pu annoncer des choses en matière de terrorisme et de défense européenne, sur le sujet des travailleurs détachés, on est encore loin du résultat escompté. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si Emmanuel Macron peut aujourd'hui tenir ce discours sur une Europe qui protège, discours que Nicolas Sarkozy, déjà en 2008, tenait, où il avait presque réussi à réconcilier les souverainistes et la frange la plus européenne de son parti, c'est parce qu'il y a une vraie pression, et notamment si le Front National, et c'est très bien, c'est vraiment ce qu'on entend en creux dans le discours d'Emmanuel Macron, si le Front National n'était pas si fort, et si ailleurs en Europe, un certain nombre de partis d'extrême droite ne poussaient pas si fort et ne mettaient pas sur la table un certain nombre de questions qui n'avaient pas été traitées, il est probable que ces dirigeants européens auraient, d'une certaine manière, détourné les yeux et continué comme avant. Oui. Et je pense que c'est sous l'effet d'une Marine Le Pen, sous l'effet en France aussi d'un Jean-Luc Mélenchon, parce que toute cette problématique autour des travailleurs détachés a été portée de manière très, très forte, et par Marine Le Pen et par Jean-Luc Mélenchon pour cette campagne. C'est vrai, Renaud Pilac, ça fait partie de ses talents à Emmanuel Macron d'utiliser ce genre d'arguments pour pousser ses feux à lui. Judoka, Oui, technique ça, du levier, et l'Europe pour lui, quand il est parmi les dirigeants européens, il se sert de l'inquiétude comme levier pour essayer de convaincre ses partenaires que, eh bien, lui, il est un Européen convaincu, mais il est un Européen inquiet. Oui. Et je trouve que, puisqu'on dit qu'il y a un basculement générationnel, la différence entre les présidents qu'on connaissait quand on avait 15 ou 20 ans, nous, c'est qu'ils étaient un peu européens BA, et qu'ils ne se rendaient pas compte que, en fait, pour les citoyens européens, tout ça ne marchait pas. Et je crois qu'Emmanuel Macron, il a compris qu'il est européen, mais il se dit, en gros, si on ne réforme pas ce système, ce machin, comme disait De Gaulle, eh bien, ça n'ira pas. L'Europe qui protège ces deux thèmes, bien sûr le terrorisme, et puis surtout les salariés. Et je crois que le second tour de législative, avec la très très forte abstention des catégories populaires, à l'Élysée, ça a marqué. Et le président sait très bien que c'est au niveau européen aussi qu'on peut corriger les choses. C'est vrai, Caroline, qu'il essaie de se débarrasser de cette image d'euro-béatitude dont l'accuse notamment le Front National, avec, vous le disiez, les travailleurs détachés, avec aussi une volonté de limiter les investissements étrangers en Europe. Ça fait partie de la même démarche. Alors... Bon, l'idée du protectionnisme est quelque chose, d'une forme de protectionnisme, est quelque chose qui est assez latent en France depuis un moment. Ça n'est pas forcément... Il est double là-dessus, en même temps, j'allais dire. Ouais. Il est double là-dessus, Emmanuel Macron, parce que c'est un libéral économique, et en même temps, il est pour l'intervention de l'État, sauf qu'il choisit ses sujets. Donc là-dessus, je pense qu'on attend de voir... Enfin, à titre personnel, je serais pour une clarification, parce que selon les sujets... On l'a vu à Bercy, selon les sujets, il était plutôt dans laisser-faire. Je pense à Alstom, à Alcatel. Plutôt pour l'intervention de l'État, je pense à son intervention à l'époque sur Renault. Oui. Donc, moi, je ne saurais pas dire aujourd'hui quel est le curseur, en même temps. Où on place le curseur, Raphaël Et ce Steinville. discours, effectivement, parce qu'il a été très, très changeant, très variant, et notamment lorsqu'il était à Bercy. Un exemple très simple, que n'a-t-il utilisé justement la possibilité qu'il avait d'interdire la vente à un tiers dans le cadre de Morel et Prom, qui est une petite boîte qui est dans le domaine du pétrole, qui est partie racheté par un fonds étranger, alors qu'il y avait un fonds français qui était... et je sais qu'il a été mis au courant, et finalement il a refusé il a d'en cette faire vision qu'il ne faut pas intervenir dans le cycle des affaires. Il est très schumpeterien là-dessus, destruction créative. Et en même temps, certains collaborateurs, certains proches, on attend de voir, disent qu'il n'est pas pour le laisser aller, il est pour l'intervention de l'État, mais on ne sait pas bien sur quel sujet. Très pragmatique, comme tous les banquiers d'affaires. Après, moi, j'aimerais revenir quand même sur une chose, c'est qu'effectivement, il se présente comme le seul candidat qui était absolument pro-européen. Pour autant, les Français n'ont pas voté pour lui parce qu'il était pro-européen. Et je pense que c'est peut-être là où il y a quand même peut-être. Où il y a un malentendu. Les Français savent quand même ce qu'il y a dans non, le mais pouvoir. ils le savaient, mais ils ont d'abord voté parce que François Fillon, qui pendant très longtemps, pendant des mois, était le candidat qui devait l'emporter, a été abîmé, ravagé par les affaires. Et en fait... la vérité, c'est que cette campagne, on n'a pas parlé ni d'Europe, ni de sécurité, ni d'immigration. Donc, c'est pour ça qu'il y a, je pense, un malentendu. Et il ne faudrait pas qu'Emmanuel Macron surinterprète
les raisons de sa victoire et qui veuille absolument construire une Europe à sa main, alors que les Français n'attendent pas forcément absolument de ça de lui. D'un mot, Raphaël, sur la question de la défense, cette annonce de la création d'un fonds européen pour la défense, sur le papier, ça claque un peu, ça a l'air comme ça énorme. En réalité, c'est pas grand-chose. C'est picrocolin. Alors, c'est une première pierre dans un vieux rêve que les pro-européens traînent depuis des années. C'est une avancée. Et d'ailleurs, lui-même, quand bien même il y met des formes pour essayer de vendre ce fonds, est quand même assez prudent. Il faut bien commencer par quelque chose. Non, il y a quelque chose qui m'a marqué aujourd'hui, c'est que si on revient un an en arrière, vous vous souvenez, on apprend le Brexit, on est tous effondrés, on se demande si l'Union européenne ne va pas se disloquer. Là, quand même, un an après, en tout cas tous les diplomates cet après-midi disaient qu'il y avait quand même un début de renaissance, meilleure morale. Je regardais, l'indice de confiance des consommateurs n'a jamais été aussi haut depuis 16 ans dans la zone euro. Alors évidemment, les laissés pour compte sont toujours aussi nombreux. Donc il y a l'Europe qui va bien, et en France notamment. Exactement. Mais c'est pour ça qu'Emmanuel Macron, et il a eu cette phrase, il a dit aux journalistes français, il a parlé, c'est incroyable, il nous a parlé un peu, et il a dit, avec mon capital politique, on ne pourra changer l'Europe que si en France, on fait les transformations profondes que le peuple français a voulu à 2 reprises. Donc là-dessus, il y a peut-être un début d'optimisme qui revient après un an terrible en Europe. Quand même. Et vous vous souvenez de cette une du magazine The Economist la semaine dernière qui présentait Emmanuel Macron marchant sur l'eau avec cette légende, le sauveur de l'Europe, et puis derrière on apercevait les pieds de Theresa May qui elle était en train de couler. En même temps, les opinions sont... Enfin, ces moments-là de béatitude, tout ça est extrêmement changeant. Donc peut-être dans 3 mois, on dira il faut attendre les faits et il faut voir en effet. Mais néanmoins, la politique est aussi quelque chose qui a à voir avec le psychologique et le symbolique. Donc, ça joue, c'est sûr. Il y a un mois, les journaux américains avaient les yeux de chimène pour Emmanuel Macron, et aujourd'hui, ils sont beaucoup plus réservés sur le président de la République. Emmanuel Macron qui a présenté hier la 2e version de son gouvernement, le gouvernement Édouard Philippe II. On en a largement parlé ici. On va revenir un petit peu plus dans détail sur la photo de famille qui a été prise ce matin au premier conseil des ministres, Justine. Et qui casse un peu certains codes. Alors on va la décortiquer un petit peu parce que ça nous permet... Allez-y, cassez les codes. Au moins de faire connaissance avec ces ministres qui pour la plupart n'étaient pas tous très connus du grand public. Premier code cassé, si par hasard vous ne saviez pas qu'Emmanuel Macron était président, vous auriez pu croire que c'était Nicolas Hulot. Exactement, avec cette nouveauté, Premier ministre et président qui sont fondus dans la masse, avec cet autre protocole qui n'est pas respecté, c'est-à-dire que regardez par exemple Gérard Collomb tout au fond à gauche, il est numéro 2 du gouvernement, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur. Ah oui, voilà, ça y est, je l'ai. Oui. Ils sont tous au premier rang, là tout le monde est mélangé, avec en revanche cette particularité, alors ils sont dans un jardin, ça aussi c'est nouveau, ils sont dans le jardin extérieur, là où d'ailleurs François Hollande avait fait sa photo de président. Ça me permet de vous dire qu'on attend toujours la photo de président d'Emmanuel Macron. Et mais alors par contre, vous avez vu, ils ont alterné hommes et femmes, c'est un gouvernement parfaitement paritaire, 19 ministres hommes, 19 ministres sauf femmes. Emmanuel Macron et son Premier ministre qui sont juste côte à côte. Ils sont quand même côte à côte. La photo Shabadabada, disait le photographe. Voilà, c'est vrai. Alors c'est la seule tradition qui a été respectée, en effet, le couple exécutif est côte à côte. Un mot pour vous dire que c'est vrai que c'est un gouvernement paritaire, mais c'est vrai aussi que les femmes ont des postes plus importants que d'habitude. Avec, je vais vous les remontrer comme ça, on va refaire connaissance un petit peu. Par exemple, la nouvelle ministre de la Justice, Nicole Belloubet, et puis également la nouvelle ministre des Armées, Florence Parly. Enfin, c'est un gouvernement où la moyenne d'âge baisse un petit peu, 54 ans en moyenne, mais surtout 8 ministres qui sont trentenaires. Et on a un nouveau Benjamin de ce gouvernement. Jusqu'à présent, c'était Mounir Majoubi. Maintenant, c'est Sébastien Lecornu qu'on vous présente donc, qui est nouveau secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot, donc pour la transition énergétique. Il a 31 ans. Et je rappelle aussi qu'il vient de la droite à la base, mais qu'il a été l'un des premiers LR à rejoindre Emmanuel Macron. Puisque je vous montre le Benjamin, je vous montre le doyen, qui reste... C'est un très proche de Bruno Le Maire. C'est un très proche de Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu. Gérard Collomb qui reste, bien sûr, ministre de l'Intérieur, 70 ans. Et il fait partie, du coup, finalement, de ces derniers aguerris à la politique de ce gouvernement, puisqu'on a souvent dit depuis hier c'est un gouvernement de technocrates, c'est-à-dire de gens qui sont sur leur sujet, mais qui connaissent un petit peu moins les rouages de la politique. Un dernier mot, je vous fais un petit point mode de cette photo de famille. S'il vous plaît. Oui. Voilà, alors... Ça manquait un peu de mode dans cette émission jusque-là. Alors, devinez par exemple, et on va rapidement faire un zoom dessus, donc la devinette va être de courte durée, qui a fait beaucoup d'efforts d'habillement pour cette photo de famille, et c'était pas la première fois qu'il se mettait sur son 31. Je sais pas si on peut le voir, du coup. Nicolas Hulot. Alors attendez, on va regarder.
pas encore et vu. ça va très vite. C'est Christophe Castaner. Ah oui, Avec il a son remis son costume. trois pièces. Voilà. À carreaux. Il a remis le costume à carreaux. Je Pourtant, crois que il c'est s'était pas fait. le même, Julien. Non, Il c'est s'était pas- fait un c'est petit pas peu le moquer même. au moment de. C'est-à-dire qu'il y a un style à carreaux qui est en train de se dessiner. D'accord. C'est le seul qui a fait. Alors, le 3 autant pièces par d'efforts. 36 degrés, c'est C'est vrai une que c'est courageux. performance. hein, C'est vrai ouais. que c'est courageux. Du coup, je vais vous montrer son pendant. C'est un Marseillais, il monte à la capitale. Je vais vous montrer son pendant qui a peut-être un peu moins d'expérience aussi, puisque c'est un jeune ministre qui, lui, pour le coup, a peut-être un petit peu plus d'efforts à faire au niveau du costume. En tout cas, il était un peu trop grand. Ah oui. Gérald Darmanin est le seul à avoir eu autant de tissu comme ça sur les chevilles. C'est pas très gentil pour Gérald Darmanin, mais bon, c'est vrai qu'il était un petit peu engoncé dans son costume. Ça, c'est pour le point mode. Merci beaucoup. Après les costumes, on va s'arrêter sur les visages maintenant. Deux des visages, des nouveaux visages de ce gouvernement, avec l'un qui est novice en politique et l'autre un peu moins, Nathalie Loiseau et Florence Parly. Alors, Florence Parly, donc pour commencer, est décrite comme très discrète. Elle sera donc notre nouvelle ministre des Armées. Oui. Pour sa biographie express, elle est née en 63 à Boulogne. Elle a donc 54 ans. Elle rentre à l'ENA en 85. Elle a été secrétaire d'État au budget sous Jospin entre 2000 et 2002. Puis à la direction financière d'Air France en 2006 et directrice générale chargée des finances à la SNCF. Spécialiste donc des finances, tant mieux puisqu'elle devra négocier serré pour son ministère sur ce point-là. Et si a priori, par contre, elle n'avait pas de connaissances spécifiques concernant Ouais. la défense et l'armée. Alors ça, c'est pour son CV. Ce que vous ne saviez par contre peut-être pas sur elle, c'est que sa nomination risque d'embêter un petit peu son mari, tout simplement, Martin Vial, qui lui est directeur général de l'Agence des participations de l'État, donc c'est-à-dire l'agence qui gère les investissements de l'État. Et ben il va devoir, pour éviter ce conflit d'intérêts dont on parle, pour l'instant il n'y a évidemment pas conflit d'intérêts, se décharger des dossiers qui concernent la défense, dossiers comme Safran, Airbus, Thales, qui sont en plus autant d'entreprises qui oui, c'est constituent colossal. un quart Ouais. presque du portefeuille de l'État. C'est quand même, Florence Parly, je trouve, une nomination politique, parce que c'est quelqu'un qui a fait de la politique Ouais. précédemment, Avec qui est une dans les Jospin. réseaux de gauche depuis très longtemps, qui avait été placée à Air France en espérant un jour prendre la direction d'Air France. Elle fait partie de ces énards qui soit font de la Le politique, pantouflage. soit s'imaginent à la tête d'une entreprise publique où, bon, alors Air France ne l'est plus, mais enfin, en tout cas, l'État a toujours un rôle très important et qui, n'y étant pas arrivée, puisqu'elle avait été coiffée sur le poteau par Monsieur Janaya, qui était parti, alors je ne sais plus si elle est partie avant ou après, moi, elle était partie à la SNCF avec la même ambition, peut-être un jour, de se présenter à la succession de Guillaume Pépi. Donc, moi, Ça, c'est un parcours très français. hein. c'est C'est vrai. On est très français. et même si ça ne préjuge Non, en rien voilà, de c'est ses complètement. qualités, mais ça n'est pas une techno, c'est quand même quelqu'un qui a Ah oui, un parcours un double politique, quand même de réseau français très marqué, je trouve, plus que d'autres qu'on voit apparaître. C'est un rappel qui a fait sourire Raphaël Steinville. Non, mais c'est-à-dire que c'est d'abord une techno. Quand même, elle est passée par des cabinets qu'elle était chez Jospin. C'est pas au une budget. experte, voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais voilà, aujourd'hui, aux yeux des Français et comme l'ensemble de ce gouvernement, on voit très bien que les politiques, tous ceux qui avaient un poids politique, et jusqu'à ceux qui, jusqu'à hier, avaient un poids politique, type Le Maire, Darmanin, qui parlaient de politique, ils sont totalement éteints par un Emmanuel Macron qui finalement prend la lumière, et le seul qui prenait la lumière, il faut le dire jusqu'à présent, c'était François Bayrou, hop, exit, et quant aux autres, ils sont le doigt sur la couture, avec un président manager qui explique à Est-ce que les Français Et parlent le management Français participatif, ça existe. Mais pour en revenir à cette photo que vous montriez, qui est quand même intéressante, en fait, on a vraiment l'impression, c'est une start-up, quoi. Moi, ça me faisait penser un petit peu à ces photos de ces patrons de start-up américaines au milieu de leurs employés qui sont fondus. Ils sont pas en première ligne. Absolument. Sur le ouais. C'est Au milieu, team building, Ouais. c'est la team. Mark Zuckerberg, c'est un open space, il est au milieu de ses équipes, c'est ça l'esprit dont vous parlez. Ouais. Exactement. La faiblesse, enfin, on le verra au premier coup dur, mais évidemment la faiblesse d'un tel dispositif, c'est qu'au premier coup dur politique, il va manquer de fusibles, forcément, puisque ça va remonter directement Allez, à Jupiter. Un mot. oui, allez, très Moi, je vite. trouve, aujourd'hui, ça marche parce que les Français ont un tel ras-le-bol des politiques que finalement, d'avoir des anonymes, cette promesse de renouvellement, ça est satisfait. Mais effectivement, il y a une vraie faiblesse. Allez, on vous a un peu coupé les ailes, Justine. Autre visage de ce gouvernement. Pardon. Oui, Nathalie Loiseau, tout à fait. Alors Nathalie Loiseau, elle remplace Marielle de Sarnez, nouvelle ministre chargée des Affaires européennes. Elle affiche un CV long comme le bras, bac mention très bien à 16 ans, études de langue puis Sciences Po. Elle est bilingue dans plusieurs langues, mais notamment en chinois, puis carrière pendant 30 ans dans la Elle est diplomatie. bilingue dans plusieurs langues, notamment le chinois. Donc elle est au moins trilingue, voilà. quoi, ça veut dire. Parce que
que bilingue. Bon, bref, allez-y. Bilingue franco-chinois, j'entendais. Bon, bref. Alors, elle est quoi, Nathalie Loiseau? Elle se revendique féministe, croyante, pratiquante. Elle a 4 enfants. Elle a écrit un livre en 2014 où elle raconte, d'ailleurs, c'était un essai, je crois, où elle raconte à quel point c'est compliqué d'être une femme, notamment dans la fonction publique. Et c'est l'un de ses grands combats quand elle prend la direction de l'ENA en 2012, puisque je rappelle qu'avant d'être nommée, elle était directrice de l'ENA, avant d'être nommée dans ce nouveau gouvernement. Elle constate, par exemple, que les filles sont beaucoup plus nombreuses à réussir les écrits de l'ENA, mais dès qu'elles arrivent à l'oral, hop, d'un coup, il y a un taux qui baisse de filles qui arrivent à accéder aux oraux. Alors, on dit qu'elle vient de la société civile parce qu'elle était directrice de l'ENA. Pas tout à fait. En fait, elle était conseillère d'Alain Juppé, Nathalie Loiseau, et elle a raconté ça à Catherine Sellac il y a 2 ans, puisque en 95, quand Alain Juppé devient Premier ministre, il lui propose même de la suivre. Quand vous l'avez quitté, c'était pourquoi ? On m'avait proposé de le suivre à Matignon. C'était évidemment un honneur et c'était pour moi inattendu parce que j'étais une des plus jeunes de son équipe. Mais j'étais aussi jeune mariée, je voulais avoir des enfants. Et donc il a fallu que j'aille le voir. Et on sait que c'est quand même quelqu'un d'assez intimidant pour lui dire que la raison pour laquelle je n'y allais pas, c'est parce que je voulais avoir des enfants. Lui a compris tout de suite. Il m'a dit que c'était la meilleure raison du monde. Et quand je l'ai revu quelques années plus tard, j'avais eu 3 enfants en 1 an et demi. Caroline Michel, ce sont quand même des personnalités, même si ce ne sont pas des superstars a priori, ce sont des personnalités qu'on va apprendre à connaître et qui vont prendre de l'ampleur, forcément. Entre-temps, elle a fait une très grande partie de sa carrière au Quai d'Orsay. Absolument, elle n'est pas énarque. Elle, c'est une experte a priori, puisque c'est sa nomination à la tête de l'ENA qui avait été un peu une surprise, Oui. Mais c'est vraiment une experte de son ministère qu'elle connaît bien. Évidemment, ce qu'on disait précédemment, c'est un pari, de mettre des gens qui, c'est un peu drôle de le dire comme ça, mais qui connaissent parfaitement leur ministère à la tête du ministère, puisqu'avant on mettait des politiques. Et c'est aussi un pari, parce qu'il faut le rappeler, pendant la campagne, l'équipe d'Emmanuel Macron, avant tout cela, était pour mettre des gros gabarits politiques à la tête des gros ministères régaliens. Visiblement, pour une raison que là, pour le coup, je ne connais pas du tout, ils ont changé de stratégie. Est-ce que c'est un concours de circonstances ou est-ce que... Il y a eu les affaires quand même. Oui, non mais... Non, mais il y a eu le dégagisme, Caroline. Non, il y a mais plus sur des disponible. raisons conjoncturelles, je vois bien. Est-ce qu'ils se sont adaptés ou est-ce qu'ils se sont dit que vraiment les politiques, c'était pas possible et qu'il n'y en avait pas un pour sauver l'autre et Mais que oui. maintenant... Il y en a plus. La vérité, c'est qu'il y en a plus. Dégagé. Ce qui est incroyable, c'est que c'est un peu la fin momentanée, parce qu'elle va revenir, de la politique. C'est-à-dire que les Français, ils ont voté à plusieurs reprises en disant la politique politicienne, on en a ras-le-bol. Ouais. Ça fait 20-30 ans qu'en gros, les uns les autres, vous faites votre jeu entre vous, vous vous critiquez, et les résultats ne sont pas là, et on vote pour vous. Eh bien, Emmanuel Macron, il a eu cette intuition en disant, progressivement, on va tous les faire dégager, et le dernier qui a dégagé, c'est François Bayrou, c'est le dernier dégagé du dégagisme, et du coup, maintenant, la place est libre pour des experts, des compétents, qui iront pas dans les médias, et quelque part... Alors, il y a toujours des nouvelles personnalités qui vont émerger, qui prendront de la place. Bien sûr, mais à mon avis, ça prendra un peu de temps, parce Ouais. qu'en plus, ils ont déjà pas trop le droit de parler. Et avant, là où vous aviez des chefs de parti, où on a connu des chefs de parti qui étaient bons, qui avaient la ruse pour aller dans les médias, pour défendre leur chapelle, là, ils n'ont pas de chapelle, puisqu'ils veulent pas faire carrière politique, puis ils veulent pas aller au poste suivant, la plupart. Donc, on change totalement d'air, y compris pour les journalistes politiques qui sont un peu paumés. Vous êtes paumé, Raphaël, aussi ? Non, mais ce qui est intéressant, c'est que effectivement, les politiques ont disparu, mais je pense qu'il n'y a pas seulement un effet de concours de circonstances. C'est-à-dire que typiquement, dans ce remaniement qui s'est joué hier, on a évoqué pour le poste de ministre de la Défense, des Armées, le nom de Jean-Pierre Raffarin et d'Arnaud Danjean. Les deux, il y a encore quelques semaines, étaient très intéressés par le poste. Pourquoi ils ont refusé ? C'est que les circonstances aussi ont changé. Et ce n'est pas les affaires. C'est qu'en fait, ils se sont aperçus que très concrètement, sur ce ministère des Armées, le budget serait très difficile à tenir. La promesse des 2% à l'horizon de 2025 commençait déjà à avoir du plomb dans l'aile et ils n'avaient pas envie de débarquer. C'est l'une des raisons qui explique, je pense, la démission de Sylvie Goulard, au-delà même de sa décision de pouvoir s'expliquer
devant la justice le cas échéant et de ne pas troubler son ministère. Puisque vous parlez de s'expliquer devant la justice, il y a un autre parti qui est concerné en ce moment par ces thématiques judiciaires, c'est le Front National. Justine, Marine Le Pen finalement a accepté de répondre à la convocation des juges dans l'affaire des emplois fictifs des assistants parlementaires. Elle avait dit on verra après les élections, ça y est, on y est. Exactement, elle n'était pas allée pendant les élections, elle avait promis d'y aller après, donc promesse tenue. C'est une journée un peu particulière pour le FN parce qu'en fait elle a commencé aujourd'hui, ce jeudi, par un refus de Louis Alliot d'être entendu dans cette même affaire. Il a dit je n'y vais pas, il est protégé par son immunité parlementaire. 2 heures plus tard, puisqu'il vient d'être élu député. Puisqu'il vient d'être élu député des Pyrénées-Orientales et elle députée du Pas-de-Calais. Alors justement, cette histoire, ça fait fulminer certains, notamment Thierry Solaire, qui ce matin expliquait que ça ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on fasse lever cette immunité parlementaire. Et Christophe Castaner, 2 heures plus tard, qui est porte-parole du gouvernement, en compte-rendu de Conseil des ministres, a entrouvert cette possibilité et a dit que ça pourrait être, par exemple, un amendement à la loi de moralisation. En tout cas, je voulais vous faire écouter l'avis d'un collègue député Front National de Louis Alliot et Marine Le Pen, c'est Gilbert Collard. Il a très bien fait parce qu'il est convoqué en violation de l'arrêt Carte contre Turquie de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme de 2009 qui rappelle qu'aucun député ne dispose de son immunité et qui n'a pas le droit d'y renoncer et qu'aucun juge ne peut l'outrepasser pour quelque motif que ce soit. Nos magistrats sont donc en violation de cet arrêt fondamental de la Grande Chambre, je dis bien, de la Cour européenne. Le député n'est pas propriétaire de son immunité, qui ne peut pas y renoncer. Alors c'est une bonne parade de Maître Collard parce qu'il a raison et c'est la raison pour laquelle Thierry Solaire a dit ce matin ça ne peut pas continuer, il faut lever cette immunité. Il faut la lever ou pas, Caroline Michel ? Au départ, l'idée de cette immunité, c'était la séparation des pouvoirs. Il ne faut pas que le judiciaire empêche le législatif, le législateur de faire son ouvrage. Il y avait une idée très ancrée jusqu'à récemment, je pense, dans les institutions françaises, que le politique primait tout et que, quel que soit, que le temps judiciaire devait se suspendre tant que le législateur était au Parlement. Je pense que ces temps-là ont vraiment changé. Oui. Les Français l'ont exprimé de toutes les manières qu'ils pouvaient. Alors, il faut quand même dire que ça n'est pas une bulle, puisque quand même, contrairement à ce que... Enfin, dans la continuité de ce que dit Gilbert Collard, les juges ont la possibilité quand même de demander l'immunité. Tout ça prend du temps, mais ça n'est pas totalement une bulle totalement... On peut lever l'immunité. Voilà, ça arrive. Il faudrait que les juges se conforment à la loi. Mais ils vont probablement le faire. Tout ça est lent, si vous voulez. Ils attendaient que le FN avait décidé du temps judiciaire et avait dit on ne répondra pas pendant la campagne. Bon. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que l'immunité européenne avait été levée pour Marine Le Pen. Mais pas Louis Alliot, qui n'était pas... Donc, et d'ailleurs, dans cette affaire-là, il n'est pas convoqué en tant que député européen, ce qu'il n'était pas, mais en tant qu'ancien assistant. Donc, c'est encore autre chose. Mais... bref, est-ce que la justice doit intervenir en permanence ? Peut-être qu'à terme, il faudra réfléchir à un nouveau dispositif s'il devait y avoir un abus des juges. Mais on sent bien aujourd'hui que les Français attendent des députés qu'ils viennent rendre compte de leurs actes. Raphaël Steinville. Oui, c'est probable qu'il y ait une attente nouvelle et qu'il faille revoir, notamment dans le cadre de cette loi de moralisation. Mais en l'état, et c'est peut-être là l'habileté d'un maître Collard qui connaît parfaitement les subtilités du droit, il a raison de rappeler le droit et de finalement venir en soutien, en bon avocat de ses comparses. Juste pour noter que la loi de moralisation fait déjà un petit pas dans ce sens-là, c'est la suppression de la Cour de justice qui rend les ministres des justiciables un peu plus, donc les politiques de manière générale un peu plus la Cour de justice de la République, on rappelle, les ministres étaient jugés par leur père, ce qui était un petit peu particulier. Voilà. Le vrai sujet, me semble-t-il, c'est le changement des pratiques pour l'avenir. Parce que là, on règle finalement les comptes du passé encore. Ouais. Mais j'espère qu'on ne va pas parler de ça pendant 25 ans. Donc là, on règle et effectivement, peut-être une levée de l'immunité pour régler les comptes du passé permettrait à l'opinion de ne pas continuer à se dire « ah bah ça y est, il se protège ». Dernier point, sur le débat sur la loi de moralisation, moi, ce qui m'intéresse, c'est j'ai vu qu'aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes députés En Marche qui veulent aller plus loin
dans la loi de moralisation. Donc on sent déjà que il y a quelques jeunes députés qui sont assez... Plus jupitériens que Jupiter. Exactement, et qui disent, puisqu'on y va, ils ont été élevés à la culture en marche, les marcheurs. Donc eux, c'est en marche forcée. Eux, c'est la nouvelle ère. Donc, et ils veulent aller plus loin sur un certain nombre de sujets. Ça va être très intéressant de voir leur position lors du débat. Et on verra si cette question de l'immunité parlementaire prend de l'ampleur ou pas, si ce débat se développe. C'est l'heure de la question politique de la semaine avec Nicolas Boudot et le cabinet Tilder. Nicolas Boudot qui nous a rejoint parce que chaque semaine, vous posez une question politique aux Français, 2 pour être exact, voilà, pour être précis. C'est un sondage exclusif réalisé pour LCI et Tilder par Opinionway. Première question cette semaine, question d'actualité évidemment. Approuvez-vous le choix des ministres issus du MoDem, François Bayrou, Marielle de Sarnez et Sylvie Goulard, de quitter le gouvernement? La réponse est massivement oui. Nous approuvons ce départ à 85%. On voit bien qu'avec une approbation pareille, Nicolas, la situation était évidemment intenable pour François Bayrou et ses troupes. Elle était intenable et c'est justement le sujet de la moralisation de la vie politique qui a irrigué l'opinion publique pendant la campagne. On se souvient que cette idée avait balayé François Fillon. Elle a aussi finalement balayé François Bayrou et ses amis. Mais moralisation qui va beaucoup plus loin qu'auparavant, parce que vous savez, auparavant, il y avait une sorte d'usage dans la vie politique où c'était un ministre mis en examen qui devait partir. Ça date de 93 et de Balladur. Là, on en est au niveau de l'enquête, ce qui veut dire qu'en termes de procédure pénale, on en est complètement au début du commencement, ce qui veut dire que pour un ministre sur lequel il y aurait ne serait-ce que des soupçons et l'ouverture d'une enquête, il n'y a plus de présomption d'innocence et qu'il est en danger et que même il devrait partir. Pour François Bayrou, ça s'explique un peu parce qu'il a fait depuis 20 ans de la moralisation de la vie politique l'antienne de ses discours et de sa ligne politique. Et comme pour François Fillon, quand les discours ne sont pas suivis par les actes et d'exemplarité, vous êtes sur un double risque. Vous savez, il y a une maxime de Bossuet, ça nous remet loin, mais le chrétien-démocrate Bayrou doit l'aimer, c'est « il faut rire des hommes ». Il faut rire des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Bref, c'est une maxime qui s'applique parfaitement à François Bayrou. On prend quelques secondes pour laisser résonner Bossuet, pour bien comprendre Bossuet, la maxime. Voilà, on vient longtemps en arrière. Ça y est, c'est bon, voilà. Allez, la deuxième question cette semaine. Diriez-vous que la création d'un groupe parlementaire commun entre les députés du centre droit UDI et des républicains voulant adopter une attitude ouverte vis-à-vis du gouvernement est une bonne chose? C'est la question, le sondage, la phrase la plus longue dans un sondage de l'histoire des sondages. Exactement. 70% pensent que c'est une bonne chose. Là aussi, c'est massif. Moins 5 tweets. 506. Oui, 70%, c'est la validation de la volonté du couple exécutif de faire exploser, en tout cas de recomposer le paysage politique, et les Français la valident. Donc Thierry Solère fait une sorte de divorce au sein du groupe LR et de la droite, LR et UDI, et ce divorce est validé par une majorité de Français. Toute la question, c'est de savoir si ça va durer, parce qu'aujourd'hui, on imagine bien, compte tenu du petit état de grâce relatif mais existant pour le couple exécutif, qu'il y ait une forme de soutien de celles et ceux qui, même à droite, pourraient soutenir le président de la République et le Premier ministre. Toute la question, c'est de savoir si ça va durer, et même si ce groupe va rester indépendant, s'il retournera soit du côté du groupe LR, soit du côté de La République En Marche, parce que avoir comme ça un groupe extrêmement puissant et laisser l'opposition aux deux extrêmes, extrême droite et extrême gauche, c'est rarement bon pour la démocratie et ça n'a jamais rien donné de bon dans l'histoire. Allez, on passe côté coulisses maintenant. Voici les indiscrets. Avec d'abord Renaud Pila. Renaud, Justine, vous avez bien travaillé. Il y a 2 indiscrets chacun, je dois dire, des infos à vous. Renaud Pila, un indiscret sur Jean-François Copé et le siège des Républicains. Visiblement, il y a des agents immobiliers qui scrutent le siège du parti dans Absolument. le 15e. Il n'y a pas que le PS qui pourrait vendre son siège. En tout cas, c'est l'idée, je peux vous dire, de Jean-François Copé qu'il a exprimé hier au bureau politique des Républicains. Oh, il n'a pas l'air content, là, Jean-François Copé. Qui a évidemment des finances compliquées. Et hier, Jean-François Copé a suggéré à ses camarades au bureau politique de vendre le siège du parti. Il l'a suggéré à Daniel Fasquelle, le trésorier. Mais certains élus, en sortant, ont dit quand même, il est gonflé, Jean-François Copé, de donner des leçons de gestion. Ça fait partie des plans qui sont imaginés pour les Républicains. Raphaël Steinville, vous avez déjà entendu parler de ça? J'en ai pas eu vent.
Très honnêtement, j'en ai pas eu vent. Mais on verra. Je crois Renaud Pilas. Vous pouvez sur parole. Justine, maintenant, sur François Hollande. Tiens, des nouvelles de l'ancien président. Oui, que devient-il? On a eu des nouvelles de l'ancien président pile hier soir, en plein remaniement. Et donc, au moment où il y a cette ébullition politique, lui, il a fait une petite vidéo sur sa terrasse au soleil en train de lire le journal. Ah oui? Et vous allez voir, je vais vous la montrer tout de suite, il y a une petite mise en scène où il y a quelqu'un qui arrive vers lui et lui demande alors c'est quoi l'actualité du jour, monsieur le président? Et lui, il fait mine qu'il n'y a rien d'autre que le club de foot local en Corrèze qu'il veut défendre. Écoutez. Quelles sont les nouvelles, monsieur le président? Il n'y a pas énormément, sauf bien sûr quand on dit le samedi, le tournoi de Sixte. Et venez nombreux. Alors, Cornille... Quel comédien quand même. Il faut qu'il crée sa chaîne YouTube. Hein. Voilà. Il faut qu'il crée sa chaîne YouTube. Quel question. acteur. Voilà. C'est assez incroyable cette séquence, Caroline Michel. Je l'avais pas vu. Mais moi non le plus. jeune homme qui En fait, c'est un membre du club de foot de Cornille, me semble-t-il, du coup. Bon, on avait bien sorti de toute manière qu'il ne resterait pas très indifférent très longtemps. Il fallait qu'il fasse ça au moment où Emmanuel Macron présente il lui avait fait le coup du théâtre, il en a fait pas mal, des comme ça. Il a un sens comme ça du contretemps politique qui est assez... Et il cherchait un pied-à-terre et il s'installe chez Jules Gaillet définitivement. Ah mais vous donnez des infos... C'est Paris Match maintenant, Valeurs Actuelles. Et pendant quelques temps, il a même fait installer un lit de camp dans ses bureaux de la rue de Rivoli parce qu'il n'avait pas encore trouvé de pied-à-terre. Ah bah voilà. Vous voyez, vous en avez des Valeurs Actuelles cette semaine, donc Closer. D'accord, ouais, exactement, tout ça se confond. Christophe Castaner, Renaud. Extrêmement soulagé, je peux vous dire. Christophe Castaner, vous savez, on connaît son visage maintenant, porte-parole du gouvernement. Il essaye... C'est très dur, hein. C'est horrible comme job porte-parole du gouvernement parce que vous êtes rarement dans la vérité totale. Il essaye d'imposer un nouveau style, moins langue de bois. Et je peux vous dire qu'il est extrêmement soulagé du départ de François Bayrou et de Marie de Sarnez parce que ça faisait quelques jours qu'il était obligé de faire de la langue de bois et apparemment il n'aime pas trop ça. Donc aujourd'hui, c'est un homme plutôt heureux et soulagé. Justine, on revient sur la photo de famille. Oui, on parlait de la photo de famille du gouvernement tout à l'heure. Moi, je voulais vous montrer une autre photo de famille, Julien, puisque ce soir, avec Renaud, c'est notre dernière tous ensemble. Ah bon? Et du coup, on voulait remettre cette petite photo et puis on voulait te remercier. Mais je ne le savais pas. Cette année, tu pars en vacances, je précise. Donc, absolument, du coup, c'est vrai. te remercier. C'est vrai, c'est moi qui vous remercie infiniment. J'étais très heureux de passer cette saison avec vous. Je remercie Renaud, Justine, je remercie aussi beaucoup Mathilde qui est en régie, qui me parle dans cette petite oreillette-là en ce moment même d'ailleurs. Et également Marine qui nous a accompagnés une bonne partie de l'année. Merci beaucoup à elle. Merci à Nicolas qui est venu chaque semaine pour la question politique. Merci aussi à Clémentine et puis à tous les autres, toutes les équipes techniques, journalistiques, éditoriales qui ont participé au Grand Soir. Le Grand Soir, ça continue d'ailleurs parce que l'excellente Rebecca Fitoussi, que vous connaissez par cœur, qui va présenter un journal remarquable comme toujours dans quelques minutes, reprendra le flambeau dès la semaine prochaine. Et puis moi, je vous retrouverai très vite sur les antennes de TF1 et aussi de LCI pour de nouvelles aventures. Mais ça, vous en saurez un petit peu plus dans quelques temps. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci bonne Julien soirée. pour cette année. Merci C'était vraiment pour la bonne humeur. Un grand plaisir. On essaye. Allez, le journal est suivre, Rebecca. Ah, c'est drôle ça, je l'avais pas du tout.